Mon nom est Élodie Dubois, et j'ai 30 ans. Jusqu'à ce matin gris de Toussaint, j'étais la fille oubliée d'une dynastie de la haute pâtisserie lyonnaise, celle qui avait tourné le dos aux douceurs sucrées pour s'occuper des amertumes humaines dans les quartiers difficiles de la Croix-Rousse. La Maison du Bois, fondée en 1920 par mon arrière-grand-père, est une institution, une vitrine d'excellence sur la prestigieuse place des terreaux, connue pour ses bugnes parfaites et son Saint-Honoré légendaire. Mon père, Thierry Dubois, l'incarnait avec une arrogance proportionnelle à la finesse de ses glaçages. Il était l'héritier du talent et du commerce, tandis que mon oncle Antoine, dont nous célébrions la messe funéraire ce jour-là à la basilique de Fourvière, était l'héritier de l'âme, de la créativité et surtout de la bonté. C'est Antoine qui, enfant, me laissait décorer les gâteaux dans son laboratoire secret, m'enseignant que la patience est l'ingrédient principal, bien plus que le beurre ou le sucre. C'est aussi lui qui m'a financé mes études de gestion et de technologie alimentaire en secret, après que mon père ait déclaré que ce n'était rien d'autre que de la perte de temps académique pour une femme dont le seul but dans la vie devrait être de se marier dans la bonne société lyonnaise et d'offrir une descendance à l'entreprise familiale. La mort d'Antoine, foudroyante, avait laissé un vide immense et une tension palpable. Il n'avait jamais été marié, n'avait pas d'enfant, et il était le détenteur des actions minoritaires, mais stratégiques, de la Maison du Bois, ainsi que des brevets de plusieurs recettes secrètes, dont l'authentique recette de notre fameux macaron lyonnais. Mon père s'attendait à tout récupérer sans effort, à consolider son pouvoir absolu. J'étais là, assise au 3e rang, dans une robe noire trop simple pour ma mère, Isabelle, une femme dont l'élégance était sa seule armure, et qui passait sa vie à tempérer les colères de mon père. À côté d'elle, mon frère aîné, Rémi, affichait un air de gravité feinte. Rémi, le fils préféré, le VP des ventes, était le miroir de mon père, bruyant, matérialiste et incompétent, ne comprenant rien à l'artisanat, seulement aux bénéfices bruts. J'ai senti leur regard peser sur moi pendant le sermon de l'abbé. Non pas un regard de compassion, mais de surveillance. Ils se demandaient pourquoi j'étais là. Pour eux, j'étais déjà une étrangère, une traîtresse qui préférait les algorithmes aux armoires de chêne et la sociologie à la levure. Mais ils ne savaient pas qu'Antoine m'avait laissé quelque chose de plus précieux que des actions ou des recettes. Il m'avait légué l'occasion de révéler une vérité que la Maison du Bois s'était évertuée à cacher depuis des décennies. La messe s'est achevée, les orgues ont retenti, et le silence de la sacristie, où nous étions convoqués pour la lecture symbolique de quelques lignes testamentaires, était plus lourd que le granit des autels. C'est là que l'onde de choc a commencé. La succession du Bois allait se jouer non pas dans la prière, mais dans un acte de trahison publique. Un acte que j'attendais depuis longtemps, car sans la provocation de mon père, mon propre plan de rédemption n'aurait pu être activé. La petite pièce attenante à la sacristie était bondée. L'air était épais, saturé de parfums d'encens froid et d'eau de Cologne coûteuse. Mon père, son col amidonné tiré jusqu'à la gorge, se tenait près de la fenêtre, le visage rouge de tension. Ma mère et Rémi formaient un front d'attente silencieuse. Même le notaire, maître Laurent Desjardins, d'une imperturbabilité légendaire, semblait mal à l'aise. L'oncle Antoine n'était pas mort riche, au sens où l'entendait mon père. Son unique bien de valeur était sa part dans la Société civile immobilière, SCI, qui possédait les murs de la pâtisserie historique, et bien sûr, ses actions de l'entreprise. Mon père avait déjà organisé sa victoire. Il allait simplement racheter les parts de mon oncle à un prix dérisoire, en utilisant une clause que Rémi et lui avaient insérée dans les statuts il y a 5 ans, une manœuvre que seul Antoine, dans sa confiance aveugle, avait acceptée sans la contester. Le notaire a commencé la lecture avec une voix monocorde. Il a énuméré les legs habituels, de modestes sommes à des associations caritatives de Lyon, des dons à l'église. Puis il est arrivé au cœur de l'affaire. L'oncle Antoine léguait ses actions de la Maison du Bois, ainsi que sa part de la SCI, à une entité nommée l'Héritage Doux, dont la désignation du gestionnaire serait précisée immédiatement. Mon père a souri, croyant à un montage fiscal compliqué. Le notaire a alors levé les yeux. Son regard s'est fixé sur moi avec une intensité inédite. L'oncle Antoine, par codicille, a désigné mademoiselle Élodie Dubois comme seule et unique administratrice de l'Héritage Doux
et seul responsable de la gestion de ses parts et actions. Un silence glacial a suivi, plus dense qu'un air de novembre. La mâchoire de mon père s'est crispée, son teint a viré au violet. Rémi a lâché un juron à voix basse. Ma mère, elle, a simplement fermé les yeux, un geste de résignation face à la tragédie annoncée. Mon père s'est redressé, sa voix éclatant dans l'espace exigu de la sacristie. Ceci est une farce. Antoine n'avait pas toute sa tête. Élodie ne peut pas gérer cela. Elle est indigne. Il a craché le mot indigne comme une insulte. Indigne de porter le nom de Dubois dans le commerce. Elle a passé la dernière décennie à jouer à la travailleuse sociale. Elle ne comprend rien à la rentabilité, au prestige, à la logistique d'une maison comme la nôtre. Ses mains ne connaissent que le contact des dossiers poussiéreux, pas celui de la pâte feuilletée. Il a fait une pause dramatique, balayant du regard les quelques membres de la famille présents. Je ne tolérerai pas qu'elle mette les mains sur le legs d'Antoine. J'utiliserai la clause de rachat immédiatement, maître Desjardins. J'offre la valeur faciale de la part de la SCI. Élodie n'aura droit à rien d'autre que l'argent de la vente. Elle ne doit pas et ne peut pas devenir copropriétaire. La haine et la condescendance dans sa voix étaient un élixir amer. C'était la confirmation publique de mon statut. La brebis galeuse, la paria. Rémi a renchéri, plus doucement, mais avec un ton venimeux. Sœur, sois raisonnable. Prends l'argent. Tu as besoin d'un acompte pour ton minuscule appartement. Laisse les affaires sérieuses aux personnes sérieuses. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé la gifle verbale résonner. J'ai absorbé l'humiliation, non pas pour me briser, mais pour cimenter ma détermination. C'était le moment où ma vengeance, celle que j'avais patiemment construite, devait commencer à prendre forme. C'était l'instant précis où, après avoir déclaré ma déchéance, mon père allait découvrir l'ampleur de son erreur. Mon regard était vide, mais mon cœur battait la mesure d'un plan machiavélique. Mon père n'avait pas terminé son réquisitoire, parlant maintenant de mon inexpérience, de mon manque de vision, de mon incapacité à comprendre l'économie d'une entreprise centenaire, lorsqu'un bruit de talons a claqué sur le carrelage. La porte s'est ouverte avec une violence inattendue. C'est là que le quelqu'un s'est levé. Une femme est entrée. Elle portait un tailleur de coupe impeccable, d'un rouge bordeaux profond, et ses cheveux d'un blond glacial étaient tirés en un chignon parfait. Elle n'était pas de notre famille. Elle n'était pas lyonnaise. Son aura était celle de la finance parisienne, impitoyable et précise. Elle a interrompu mon père d'une voix qui n'admettait aucune contestation, son accent parisien tranchant l'air vicié de la sacristie. Avec tout mon respect, monsieur Dubois, cette discussion est terminée. Elle a avancé, s'arrêtant juste à côté de moi, et a posé sur la table une mallette en cuir. Elle s'est présentée. Je suis Madame Delphine Leclerc, avocate et représentante légale du fonds d'investissement, le Grand Groupe Gastronomique. Elle a marqué une pause, laissant le nom de cette corporation, géante internationale de l'agroalimentaire et de la distribution de luxe, flotter dans l'air comme un poison. Mon père a pâli. Le Grand Groupe était la bête noire, l'entité qui achetait méthodiquement les petites maisons d'artisanat pour les transformer en usines à profit. « Qu'est-ce que vous faites ici, madame ?» a bégayé mon père, sa voix n'étant plus qu'un filet. Madame Leclerc m'a jeté un regard furtif, un simple hochement de tête, presque indétectable, le signal que j'attendais. Je suis ici parce que votre fille, mademoiselle Élodie Dubois, est non seulement l'administratrice de l'héritage Doux, mais elle est également l'associée majoritaire et l'architecte technologique d'une entité commerciale de sa propre création. Une entité que le grand groupe vient d'acquérir pour un montant substantiel. Elle a ouvert sa mallette et en a tiré une pile de documents reliés, au-dessus desquels trônait un logo élégant et discret, une étoile stylisée, nommée « l'étoile cachée ». Elle a continué, s'adressant à mon père avec une politesse acerbe. En vertu du contrat de vente, et compte tenu de notre nouvelle association commerciale avec mademoiselle Élodie Dubois, le grand groupe a exercé son droit de préemption sur les actions de la Maison Dubois que vous tentiez d'acquérir par la clause de rachat. Monsieur Dubois. Le silence était assourdissant. Mon père a chancelé, s'appuyant sur le mur. Préemption ? Mais par quel droit ? Madame Leclerc n'a même pas cligné des yeux. Le droit d'un associé commercial qui protège ses intérêts stratégiques. Mademoiselle Dubois a exigé que l'Étoile Cachée, son entreprise de pâtisserie en ligne, basée sur une logistique et une technologie de distribution que vous avez toujours méprisée,
ne puisse opérer sans la sécurisation des infrastructures physiques de la Maison du Bois. Et, ironiquement, les parts de l'oncle Antoine, qu'elle gère, lui ont donné le droit de préemption prioritaire. Nous avons donc acheté les parts de la SCI, monsieur Dubois. Vous ne les recevrez jamais. J'ai senti l'onde de choc se propager dans la pièce. Ma mère, les yeux grands ouverts, me regardait comme si j'étais un fantôme ressuscité. Rémi était bouche bée, son teint d'une pâleur cadavérique. L'étoile cachée n'était pas mon passe-temps. Pendant les 10 années où mon père pensait que je perdais mon temps avec la sociologie, j'avais développé un empire silencieux. J'avais appliqué mes connaissances en gestion logistique et mes compétences en codage pour créer la pâtisserie en ligne la plus performante de France, utilisant des algorithmes d'optimisation de production et de livraison pour surpasser la lenteur et l'archaïsme de la gestion paternelle. J'avais réussi là où mon père n'avait jamais voulu me laisser essayer, en utilisant la méthode de mon oncle, le perfectionnisme, mais avec des outils modernes. Mon oncle Antoine le savait. Il avait vu ma réussite et avait agi en secret, modifiant son codicile pour me donner le bouclier légal parfait. Il avait utilisé son héritage non pas pour me donner de l'argent, mais pour me donner le pouvoir de me protéger et de me révéler. L'oncle Antoine ne m'avait pas laissé une fortune. Il m'avait offert la plus douce des vengeances. Une vengeance qui passait par la démonstration de ma dignité et de ma capacité. J'ai pris la parole pour la première fois, ma voix calme, contrastant avec le chaos de la salle. Mon père, je ne suis pas indigne. Je suis la seule personne dans cette pièce qui ait non seulement porté le nom de Dubois, mais qui ait mérité de le porter. J'ai adressé un regard signifiant à Madame Leclerc, qui a compris le signal. Elle a ouvert un autre dossier, cette fois-ci de couleur noire, bien plus mince. Monsieur Dubois, la Maison Dubois, la pâtisserie de la place des terreaux, est en liquidation technique depuis 4 mois. Le mot liquidation a percuté l'air comme un coup de fusil. Mon père, encore sous le choc de l'acquisition de la SCI, a crié « C'est un mensonge. Nos livres sont parfaits. » Madame Leclerc a posé le dossier noir sur la table. « Vos livres sont falsifiés, monsieur Dubois. » Une vérification rapide, que nous avons effectuée dans le cadre de la diligence raisonnable de mademoiselle Dubois, révèle une dette fiscale massive et une série de virements à des fournisseurs fantômes orchestrés par monsieur Rémi Dubois, probablement pour couvrir des dépenses personnelles. Rémi s'est effondré sur une chaise, son visage désormais livide. « C'est faux. Papa !» Mon père s'est tourné vers son fils, réalisant la vérité dans les yeux paniqués de Rémi. La vérité était que pendant qu'il se concentrait à gérer le prestige, son fils digne et préféré était en train de siphonner le capital, conduisant l'entreprise au bord du précipice. Ma mère a laissé échapper un cri de détresse silencieux. J'ai continué, prenant la place de Madame Leclerc, qui m'a regardée avec un respect professionnel non fin. La Maison Dubois n'a plus de fonds pour payer ses arriérés de l'URSSAF et les fournisseurs essentiels d'ici la fin du mois. J'ai, Madame Leclerc, tous les audits et preuves que j'ai menés discrètement sur votre système comptable pendant des mois. La famille était brisée. Mon père, trahi par le fils qu'il avait élevé sur un piédestal, son entreprise vieille de 100 ans au bord de la faillite, son orgueil piétiné par la fille qu'il avait publiquement reniée. Il a levé la main vers moi, non pas pour frapper, mais pour me supplier. « Élodie, s'il te plaît, tu dois me donner une explication. Comment as-tu pu ? Mon explication était simple et cruelle. J'ai passé 10 ans à me préparer pour cela, papa. J'ai utilisé l'argent qu'Antoine m'a donné secrètement pour financer mes études pour créer l'infrastructure que j'ai vendue au grand groupe. Il y a 1 an, Antoine a découvert la vérité sur la gestion désastreuse de Rémi. Il m'a demandé de l'aider. J'ai refusé de l'aider tant qu'il n'avait pas la preuve formelle. Il a modifié son testament pour me donner le contrôle des parts, le seul moyen de sauver son œuvre. Mon père, anéanti, s'est assis lourdement. Donc, tu nous as regardés sombrer, ton frère et moi, attendant le bon moment. C'est ta vengeance ? La pièce s'était transformée en tribunal. Ma mère nous regardait, le désespoir sur son visage élégant. Rémi pleurait, non pas de remords, mais de peur. J'ai hoché la tête, mais mon regard était doux. Non, papa, ce n'est pas ma vengeance. La vengeance aurait été de laisser l'entreprise faire faillite et d'acheter les actifs à prix cassé pour les intégrer à l'étoile cachée. J'ai le pouvoir de le faire. J'ai la fortune de le faire.
J'ai laissé mes mots s'enfoncer, la puissance de ma position écrasant le cœur de mon père. C'était la véritable humiliation, la prise de conscience que la survie de tout ce qu'il chérissait dépendait de la femme qu'il avait qualifiée d'indigne. La trahison de Rémi était un coup, mais ma capacité à le détruire était le vrai choc. Il a attendu, tremblant, pour le coup de grâce. Ce coup de grâce, cependant, n'est jamais venu. J'ai regardé mon père, dont la dignité s'était évanouie, ne laissant qu'un vieil homme brisé par son propre orgueil. Il n'était plus le titan de la pâtisserie, mais un simple homme qui avait perdu tout ce qu'il croyait posséder. Et dans ce moment de vulnérabilité, j'ai vu non seulement mon agresseur, mais l'ami de mon oncle, le fils de mon grand-père, l'homme qui, malgré ses défauts, avait aimé les bugnes de la maison plus que tout. J'ai pris une profonde inspiration. La maison du bois ne fera pas faillite, papa. Du moins, pas si je peux l'éviter. J'ai tendu le dossier noir à Madame Leclerc. Activez immédiatement le prêt d'urgence que j'ai négocié avec le grand groupe. Il couvrira les arriérés fiscaux et les dettes des fournisseurs non frauduleux. Mon père m'a regardé, incrédule. Tu sauves l'entreprise ? Pourquoi ? Après ce que j'ai dit, j'ai répondu avec la froide logique d'une femme d'affaires. Parce que le nom de Dubois vaut de l'or, papa. Parce que l'histoire d'une maison centenaire ne se vend pas à prix cassé. Parce que les recettes de l'oncle Antoine méritent de survivre à ta mauvaise gestion et à la fraude de Rémi. Le pardon n'était pas un sentiment, c'était une transaction. La condition est simple. L'Étoile Cachée rachète la majorité des parts de la maison du bois. Je prends le contrôle total des opérations, y compris la gestion financière et la direction artistique. Mon père s'est exclamé. Mais, et moi, qu'est-ce que je deviens ? J'ai souri. Un sourire qui n'était pas celui de la joie, mais celui de la victoire stratégique. Tu ne seras plus le PDG, papa. Tu as perdu ce privilège. Mais je sais que la maison du bois est ton sang, et la réputation doit être préservée. Je me suis penchée, et j'ai posé une main sur le dossier de Rémi, l'écartant. Rémi sera immédiatement démis de ses fonctions et poursuivi par le grand groupe pour fraude, sans aucune intervention de ma part. J'ai regardé mon père dans les yeux, lui offrant le seul geste de dignité qui lui restait. Toi, tu recevras le titre de président émérite. Un titre sans pouvoir, opérationnel, mais qui te permettra de représenter la maison du bois lors des événements de prestige. Tu auras une indemnité confortable et tu seras consulté sur la qualité des produits. Tu resteras l'image du savoir-faire, mais l'entreprise sera dirigée par la vision et la technologie que tu as toujours rejetées. C'était la vengeance parfaite. Le déposséder de son pouvoir tout en lui laissant son honneur public, le forçant à assister à ma réussite à la première loge, un témoin impuissant de sa propre erreur. Mon père a baissé la tête et a murmuré son accord, une acceptation écrasée. Mais néanmoins, une acceptation. Ma mère, en larmes, s'est approchée et m'a pris la main. « Élodie, tu es formidable. » Elle ne parlait pas d'argent. Elle parlait du courage de sauver son père de sa propre folie. Le lendemain, la nouvelle de l'acquisition silencieuse de la maison du bois par l'Étoile Cachée d'Élodie Dubois a fait la une du Progrès de Lyon. Un choc dans le monde feutré de la gastronomie. Mon père, en tant que président émérite, a donné une déclaration, le visage tiré mais son col toujours impeccable, parlant d'une modernisation nécessaire sous l'égide de la nouvelle génération, sans jamais mentionner la faillite évitée de justesse ni la trahison de Rémi, désormais en fuite. J'ai pris les commandes. Ma vie a changé. Fini les nuits passées à écrire des rapports de sociologie, place aux algorithmes de prévision de la demande et à la réorganisation des laboratoires. J'ai sauvé les employés loyaux, modernisé la production en honorant la tradition, et surtout, j'ai mis l'âme de l'oncle Antoine, l'artisanat patient, au cœur de ma stratégie numérique. Mon pardon n'était pas un chèque en blanc. C'était une chaîne en or, attachant mon père à un avenir qu'il avait méprisé, le forçant à l'humilité et à l'apprentissage. Il venait me voir chaque jour au laboratoire, non plus en PDG, mais en expert conseil, et pour la première fois, il regardait mes écrans, essayant de comprendre les codes et les analyses que j'utilisais. 1 mois plus tard, la réconciliation a pris une forme inattendue. Lors d'un dîner familial, Rémi étant absent, mon père a levé son verre, non pas de champagne, mais d'un simple vin de pays. À toi, Élodie, tu as sauvé l'œuvre de mon père et de mon frère. Il s'est excusé, pour la première fois de ma vie,
de m'avoir traité de indigne. Un pardon maladroit qui valait tout l'or du monde. Mais le vrai tour de force est venu d'un simple geste. J'ai décidé de lancer une nouvelle collection de desserts, en l'honneur d'Antoine, basée sur la recette secrète qu'il m'avait transmise dans le codicille. Une collection nommée « L'héritage doux ». C'était la preuve que le pardon était total, mais que la structure du pouvoir était définitivement inversée. Mon père n'a pas pu s'empêcher de commenter la première production. Le sucre est un peu trop cristallisé, Élodie. Il faut le monter plus doucement. Je l'ai regardé, non pas avec dédain, mais avec un sourire chaleureux. « Montre-moi, papa. » Et il s'est exécuté. Le titan déchu, le président émérite sans pouvoir, a retrouvé sa joie d'antan dans un simple geste artisanal. Mon oncle Antoine avait réussi son coup. Il avait utilisé la haine pour provoquer une chute nécessaire, et ma vengeance, en sauvant la tradition, avait forcé le pardon. J'avais gagné non seulement la fortune et l'entreprise, mais une relation transformée avec mon père. Mon titre était PDG de la Maison du Bois, mais mon vrai rôle était d'être la gardienne d'un héritage, un rôle que je pouvais enfin embrasser sans la honte d'être considérée comme indigne. Le pardon était ma plus grande victoire, car il prouvait que mon père n'avait pas réussi à me transformer en lui-même. C'était la vie nouvelle, une vie où la plus grande pâtisserie de Lyon était dirigée par une femme qui avait appris à transformer l'amertume en douceur.